L'épuisement est un poids physique. Pour Arthur Hayes, c'était une lourde veste de plomb qu'il portait chaque jour. Il devait jongler entre un enfant de 6 ans malade chronique et un travail éreintant de cadre moyen. Il ne l'a pas fait exprès. On ne s'endort pas sur l'épaule d'une PDG milliardaire. Surtout quand elle a la réputation de virer des cadres parce qu'il respire trop fort. Mais le corps humain a ses limites. Quand les yeux d'Arthur se sont fermés sur ce vol de nuit retardé, il n'a pas seulement risqué son travail. Il a accidentellement fait tomber un mur d'1 milliard de dollars. Le réveil n'a pas sonné. Il a eu l'impression qu'il avait explosé. À 4h15 du matin, Arthur Hayes a frappé la table de nuit de sa main. Il a fait tomber un dinosaure en plastique sur le parquet avec un bruit sec. Il s'est figé, retenant son souffle, écoutant si un bruit venait de la pièce voisine. Silence. Léo dormait encore. Arthur a expiré longuement, d'un souffle tremblant, et a passé ses mains sur son visage. Sa peau semblait fine comme du papier, tendue sur un crâne qui pulsait d'une douleur sourde et rythmique. C'était jeudi, ou peut-être vendredi. Les jours s'étaient fondus en une bouillie grise d'erreurs de tableur, de traitements pour l'asthme infantile et de dîners tièdes au micro-ondes. Arthur est entré dans la cuisine, ses pieds nus collant légèrement à une tache de jus de pomme renversée. Il avait été trop fatigué pour l'éponger la veille. Il a allumé la machine à café. Elle a sifflé et crachoté, produisant exactement le son qui correspondait à son état. Il était coordinateur logistique senior chez Meridian Global. Un titre qui semblait important, mais qui se traduisait en pratique par être un punching ball très bien payé pour les échecs de la chaîne d'approvisionnement. Aujourd'hui, c'était le sommet trimestriel des actionnaires à Seattle. À 5h30 du matin, Léo était réveillé, sifflant légèrement. Sa petite poitrine travaillait plus qu'elle ne le devrait. Arthur lui a administré le nébuliseur, regardant la brume s'enrouler autour du visage de son fils. Il a préparé la boîte à déjeuner Spider-Man, a repassé une chemise bleue au col effiloché et a déposé Léo chez Madame Gable, au bout de la rue, à 6h45. « Vous avez une tête de cadavre, Arthur », a noté la vieille dame en prenant la boîte à déjeuner de sa main. « C'est l'impression que j'ai », a répondu Arthur, forçant un sourire crispé. « Je serai de retour demain soir à 21h. Mon téléphone est en mode sonnerie. » Le trajet vers l'aéroport fut un flou de feux de freinage et de sommeil. Une tempête de novembre anormale s'abattait sur Chicago, clouant au sol les jets privés et semant le chaos dans les horaires des vols commerciaux. Arthur s'en fichait. Il avait juste besoin d'une place dans un avion, d'un ordinateur portable qui fonctionne, et peut-être d'un coin tranquille pour mourir pendant 20 minutes. Il est arrivé à la porte d'embarquement juste au moment où l'on annonçait le dernier appel pour le vol dérouté vers Seattle. Le terminal était un asile de fous rempli de passagers bloqués. Mais Arthur s'est frayé un chemin en scannant sa carte d'embarquement. Siège 2A, un avantage rare. Approuvé uniquement parce qu'il transportait les disques durs maîtres physiques pour le sommet. Il s'est traîné le long de la passerelle d'embarquement, le lourd sac d'ordinateur lui sciant l'épaule. Il est monté dans l'avion, s'est tourné vers la cabine de première classe et s'est arrêté net. Assise au siège 2B, tapant furieusement sur une tablette élégante, se trouvait Margot Tenant. Elle était la directrice générale et l'actionnaire majoritaire de Meridian Global. Elle avait 42 ans, était impitoyable et totalement dépourvue de vie personnelle publique. Elle portait un blazer gris anthracite sur mesure, qui coûtait probablement plus cher que la voiture d'Arthur. Ses cheveux sombres étaient tirés en un chignon sévère et impeccable. Margot ne prenait pas de vols commerciaux. Elle ne faisait pas la conversation. Elle était connue pour démanteler des départements entiers d'une seule phrase prononcée à voix basse. L'estomac d'Arthur est tombé dans ses chaussettes. Son jet privé devait être bloqué dans la file d'attente pour le dégivrage. Il s'est approché de la rangée. « Excusez-moi », a-t-il marmonné, la voix cassée. Margot a levé les yeux. Ses yeux étaient d'un bleu glacial et pâle. Ils ont balayé son visage, son costume bon marché, les cernes sombres sous ses yeux, et enfin le badge d'entreprise qui pendait à sa ceinture. « Hayes », a-t-elle dit. Ce n'était pas une salutation. C'était une identification. Logistique. « Oui, madame. Arthur Hayes. » Elle a déplacé ses genoux d'une fraction de centimètre pour le laisser passer. « Ne restez pas planté là, Hayes. Nous bloquons le passage. » Arthur s'est glissé à côté d'elle, s'effondrant sur le siège près du hublot. Il a poussé son sac sous le siège devant lui, les mains tremblant légèrement. 2h40 jusqu'à Seattle,
assis à côté du prédateur suprême de son écosystème d'entreprise. L'avion a roulé sur le tarmac, le grésil martelant contre le petit hublot ovale. Arthur a ouvert son ordinateur portable, essayant désespérément de se concentrer sur les tableaux croisés dynamiques, affichant les retards d'expédition du 3e trimestre. Mais l'écran était trop lumineux. Les chiffres ont commencé à danser, se détachant de la grille pour flotter dans les marges noires. Il n'avait pas dormi plus de 3 heures d'affilée en 4 jours. L'infection pulmonaire de Léo les avait tenus éveillés tous les deux à arpenter le couloir dans le noir. Le bourdonnement ambiant des moteurs du Boeing 737 était une vibration physique, une lourde berceuse hypnotique. Arthur a cligné des yeux avec force, secouant la tête. Il s'est pincé la cuisse assez fort pour se faire un bleu. « Reste éveillé, reste éveillé. Ne t'endors pas à côté de Margot Tenant. » Il l'a regardée. Elle lisait un document juridique complexe, son profil illuminé par la dure liseuse au-dessus de sa tête. Elle semblait parfaitement maîtresse d'elle-même, une machine fonctionnant à son efficacité maximale. Arthur a ressenti une vague soudaine et profonde de ressentiment. C'était facile d'être une machine quand on n'avait pas à gratter des flocons d'avoine séchés sur un comptoir de cuisine à 5 heures du matin. L'avion a traversé une zone de turbulence, un léger mouvement de balancier. Arthur a fermé les yeux juste une seconde pour reposer ses nerfs optiques. Juste une seconde. La lourde veste de plomb de son épuisement l'a entraîné vers le fond. Le bruit de la cabine s'est estompé en un rugissement sourd et lointain. Sa colonne vertébrale s'est détendue contre le siège. Les muscles de son cou, tendus comme des cordes de piano depuis des années, ont simplement cédé. Sa tête a basculé sur le côté. Elle n'a pas atterri sur le hublot. Elle a atterri doucement, lourdement, carrément sur la laine anthracite de l'épaule droite de Margot Tenant. Arthur ne s'est pas réveillé tout de suite. Il a dormi profondément, entraîné dans une tranchée sombre et sans rêve. Quand il a finalement refait surface, c'est parce que le son des moteurs avait changé. L'avion commençait sa descente. Le cerveau d'Arthur a redémarré lentement, traitant les données sensorielles une par une. L'odeur d'un espresso cher et une légère touche de bois de santal, la texture d'une laine fine contre sa joue, une chaleur terrifiante et anormale. Il a ouvert les yeux. Il regardait le col d'un blazer gris anthracite. La panique, froide et absolue, s'est injectée directement dans ses veines. Il ne s'est pas contenté de se redresser. Il a sursauté en arrière, se cognant la tête contre le store en plastique du hublot avec un bruit sourd. « Oh mon Dieu !» a haleté Arthur, ses mains volant vers son visage. « Oh mon Dieu ! Madame Tenant, je suis tellement désolé. Margot n'a pas sursauté. Elle ne l'a même pas regardé tout de suite. Elle a calmement levé une main vers son épaule droite, a brossé une poussière invisible et a finalement tourné la tête. « Vous ronflez, Hayes », a-t-elle dit. Sa voix était plate, dénuée de colère, mais sans aucune chaleur. Arthur voulait ouvrir la sortie de secours et se jeter dans la troposphère. « Je suis incroyablement désolé. Je n'ai pas bien dormi. C'était complètement non professionnel. Je m'excuse. Vous avez dormi pendant 2 heures, a-t-elle noté, en regardant à nouveau sa tablette. Vous avez un peu bavé sur mon revers. Le visage d'Arthur a brûlé d'une chaleur qui semblait radioactive. Il s'est frotté la bouche avec la main. Je paierai le nettoyage à sec. Taisez-vous, Hayes. Les hôtesses de l'air vous regardent, l'interrompit Margot, tournant une page de son document numérique. Révisez vos chiffres du 3e trimestre. Vous présentez dans 40 minutes. C'était tout. Pas de cris, pas de licenciement immédiat, juste un renvoi froid. Arthur a passé le reste de la descente à fixer son écran d'ordinateur, son cœur martelant un rythme frénétique contre ses côtes. Le sommet fut un brouillard. Arthur a fait sa présentation en pilote automatique, citant parfaitement les données logistiques, tout en se sentant comme un condamné attendant la guillotine. Margot était assise en bout de la longue table en acajou, son expression indéchiffrable. Elle a posé 2 questions perçantes sur l'efficacité des entrepôts à Détroit, a accepté ses réponses d'un bref hochement de tête et est passé à autre chose. Arthur est rentré à Chicago un samedi matin par un vol commercial, en classe économique cette fois. Il a passé tout le week-end à attendre le courriel automatisé des ressources humaines. Il n'est jamais venu. Il a passé le dimanche à pousser Léo sur les balançoires du parc local, regardant le rire éclatant et sifflant de son fils, faisant le calcul sinistre dans sa tête de la durée de ses économies s'il était licencié. Lundi matin,
Le siège social de Meridian Global était un monolithe imposant de verre et d'acier. Arthur a passé son badge au tourniquet. Il a émis un bip vert. Il a expiré. Il a atteint son cubicule au 14e étage. À 9h15, le téléphone de son bureau a sonné. C'était un poste interne. « Hayes » a-t-il répondu, la voix tendue. « Monsieur Hayes, ici Claire, l'assistante de Madame Tennant. Elle vous attend dans son bureau à 9h30. Étage 40. » Le combiné est devenu silencieux. Arthur l'a fixé. L'étage 40 était la suite de la direction. Les gens du 14e étage n'allaient pas au 40e, sauf s'ils étaient promus ou exécutés publiquement. Étant donné l'incident de la bave, il savait de quoi il s'agissait. Il est entré dans l'ascenseur de la direction, le silence assourdissant lorsque les portes se sont fermées. Le 40e étage sentait l'ozone, le cuir et une immense richesse. Claire, une femme à l'air sévère avec des lunettes à monture métallique, a pointé silencieusement vers un ensemble massif de portes en verre dépolies. Arthur a frappé une fois et a poussé la porte. Margot Tennant se tenait près de la baie vitrée, regardant l'horizon de Chicago. Son bureau était dépourvu de touches personnelles. Pas de photos, pas de plantes, juste des angles vifs, des moniteurs et des données. « Asseyez-vous » a-t-elle dit sans se retourner. Arthur s'est assis dans un fauteuil bas en cuir en face de son bureau. Il a gardé ses mains fermement jointes sur ses genoux pour cacher leur tremblement. Margot s'est finalement retournée et s'est dirigée vers son bureau. Elle ne s'est pas assise. Elle s'est appuyée contre le bord, croisant les bras, le regardant de haut. « Vos données sur les retards de Détroit étaient exactes, » a-t-elle dit d'un ton lisse. « Mais votre solution proposée, transférer le fret vers les lignes ferroviaires, est incroyablement conservatrice. Elle évite le risque, mais elle fait perdre du temps. » Arthur a cligné des yeux. Il parlait du rapport logistique. « Cela stabilise la chaîne d'approvisionnement, madame. Le rail est plus lent, mais les perturbations météorologiques sur l'autoroute nous ont coûté une variation de 10% dans les délais de livraison. La stabilité est moins chère que la vitesse en ce moment. » Margot le fixa. Le silence s'est étiré jusqu'à ce qu'il semble assez lourd pour briser le bureau en verre. « Pourquoi êtes-vous si fatigué, Hayes » a-t-elle demandé. Le changement de sujet fut si soudain qu'il lui a donné le tournis. « Pardon ? Je n'emploie pas de narcoleptique » a dit Margot, sa voix baissant d'un ton. « Et je n'emploie pas de gens qui ont l'air de survivre à la caféine et à la panique pure. Vous avez bien présenté vendredi, mais vous aviez l'air d'un cadavre. Vous vous êtes endormi sur l'épaule d'un inconnu, comme quelqu'un qui n'a pas vu un lit depuis une semaine. Alors je vous le demande à nouveau, pourquoi êtes-vous si fatigué ?» Arthur a dégluti difficilement. L'instinct de l'entreprise était de mentir, de dire qu'il travaillait trop dur, qu'il révisait les données, qu'il montrait son dévouement à l'entreprise. Mais en regardant dans les yeux pâles de Margot Tennant, il a réalisé qu'elle pouvait repérer un mensonge d'entreprise avant même qu'il ne quitte sa bouche. « Je suis un père célibataire », a dit Arthur, sa voix calme mais ferme. « Mon fils Léo a 6 ans. Il souffre d'asthme chronique sévère. L'air hivernal l'aggrave. Il a été malade toute la semaine, alors j'étais debout la nuit pour surveiller sa respiration. Puis, j'ai travaillé la journée pour finaliser le rapport du sommet. Il attendait la réprimande. Il attendait le sermon sur la séparation de la vie personnelle et des obligations professionnelles. » Margot a décroisé les bras. Elle a détourné le regard de lui, son regard tombant sur la surface polie de son bureau pendant un long moment. Quand elle a relevé les yeux, l'armure de glace ne s'était pas fissurée, mais la lumière qui la frappait avait changé. « Qui s'occupe de votre enfant quand vous voyagez ?» a-t-elle demandé. « Une voisine, Madame Gable. Elle est fiable. Et s'il a besoin d'aller à l'hôpital pendant que je suis à Seattle, elle a ma procuration, » a dit Arthur, une pointe de défense dans la voix. « Je fais mon travail, Madame Tennant. » Le rapport était à l'heure, les données étaient solides. Je n'ai pas posé de questions sur les données, Hayes. Margot s'est redressée, est passée derrière son bureau et a finalement pris place. Elle a tiré un dossier vers elle, son dossier personnel. Il a réalisé. « La machine de l'entreprise est conçue pour broyer les gens », a dit Margot, sans le regarder, son ton clinique. Elle extrait des heures, de l'efficacité et de la puissance cérébrale, et elle donne de l'argent en retour. Elle ne se soucie pas des poumons de votre fils. Elle a levé les yeux, rencontrant son regard. Mais je n'aime pas l'inefficacité. Et un employé qui est terrifié, privé de sommeil, et qui fonctionne à 50% de ses capacités,
parce qu'il ne peut pas se permettre des soins médicaux ou une garde d'enfants adéquate, est profondément inefficace pour moi. Arthur ne savait pas quoi dire. Il est resté assis là, attendant la chute. Margot a tapoté le bord du dossier en manille avec un seul ongle manucuré. Le son était sec, rythmique et totalement dépourvu d'hésitation. « Je reclassifie votre niveau d'emploi », a-t-elle dit, sa voix prenant la cadence clinique qu'elle utilisait en réunion du conseil. « À compter d'aujourd'hui, vous êtes le directeur de la gestion des risques régionaux. C'est un titre que j'ai inventé il y a 10 minutes. Il s'accompagne d'une augmentation de salaire de 30%, d'une flexibilité totale de télétravail et d'un accès au régime d'assurance maladie platine exécutif de Méridien. » Arthur le fixa. L'air dans le bureau est soudain devenu trop rare pour respirer. Il a regardé le dossier, puis de nouveau ses yeux bleus pâles. Il a crispé ses mains sur les accoudoirs du fauteuil en cuir, ses jointures devenant blanches. « Pourquoi ?» a-t-il demandé, sa voix à peine un murmure. « Parce que votre approche conservatrice des lignes ferroviaires de Détroit, bien que lente, empêche une défaillance catastrophique de nos livraisons du 4e trimestre, » a répondu Margot d'un ton lisse. Elle s'est penchée en arrière dans son fauteuil, joignant le bout de ses doigts. Et parce qu'un esprit logistique qui peut fonctionner à ce niveau tout en étant activement privé de sommeil et terrifié, est un esprit que je veux entièrement concentrer sur mon entreprise, pas sur la façon de payer une babysitter de quartier. Arthur a senti une pointe de fierté chaude et aiguë percer son épuisement. Il s'est redressé. « Je ne demande pas la charité, Madame Tennant. J'ai fait une erreur dans l'avion. J'accepterai un avertissement écrit. J'accepterai une suspension, mais je n'ai pas besoin de l'aumône. L'ego est inefficace, Hayes, a sèchement répliqué Margot. La température de la pièce a semblé chuter de 10 degrés. La charité, c'est faire un chèque à un gala pour se sentir mieux. Ceci est une acquisition. J'achète votre concentration. Le régime d'assurance maladie platine couvre les pneumologues pédiatriques hors réseau. Il couvre la thérapie respiratoire à domicile. Cela signifie que vous dormez la nuit. Si vous dormez la nuit, vous repérez les erreurs de la chaîne d'approvisionnement que mes autres directeurs manquent. Comprenez-vous? Arthur a ouvert la bouche pour argumenter, mais les mots sont morts dans sa gorge. Il a pensé à la poitrine sifflante de Léo. Il a pensé à la panique terrifiante et suffocante d'être assis aux urgences à 3 heures du matin, se demandant si sa carte de débit passerait pour payer la part à sa charge. Il a regardé Margot. Elle ne souriait pas. Elle n'offrait pas de chaleur. Elle offrait une transaction. « Oui », a dit Arthur doucement. La combativité l'a quitté, remplacée par une vague soudaine et écrasante de soulagement, si lourde qu'elle lui a brûlé les yeux. « Oui, madame, je comprends. Bien. » Margot a fait glisser le dossier sur l'acajou poli. « Signez l'avenant. » Les ressources humaines ont déjà été prévenues. Votre nouveau badge d'accès est dans l'enveloppe. Vous travaillez de chez vous pour le reste de la semaine. Ne revenez pas dans ce bâtiment avant lundi. Arthur a sorti le stylo de sa poche. Sa main tremblait en signant son nom sur la ligne pointillée. Il avait l'impression de venir de vendre son âme, mais le prix était exactement ce dont il avait besoin. Les 3 jours suivants ont ressemblé à une hallucination bizarre. Arthur était assis à sa table de cuisine abîmée, son ordinateur portable ouvert, regardant la neige ensevelir les rues de Chicago. Il n'avait pas à faire le trajet. Il n'avait pas à porter une cravate effilochée. Lorsque l'asthme de Léo s'est déclaré le mercredi après-midi, Arthur n'a pas eu à se cacher dans une cabine de toilette pour prendre un appel de l'infirmière scolaire. Il s'est simplement déconnecté, a conduit jusqu'à l'école primaire et a ramené son fils à la maison. Le vendredi, la réalité du régime d'assurance maladie platine s'est imposée. Arthur a passé 2 heures au téléphone avec le service de conciergerie médicale. En une semaine, Léo avait un rendez-vous avec l'un des meilleurs spécialistes respiratoires pédiatriques de l'État. Un médecin avec une liste d'attente de 6 mois, qui s'est évaporée dès que l'identifiant de l'assurance exécutive de Meridian a été fourni. Le rendement d'Arthur au travail a triplé. La lourde veste de plomb de l'épuisement n'a pas entièrement disparu, mais elle s'est fissurée. Il dormait par blocs de 4 heures. Il buvait de l'eau au lieu du café rassis du bureau. Il a reconstruit toute la matrice de distribution du Midwest depuis son canapé, pendant que Léo regardait des dessins animés sur le tapis. Mais la culpabilité était une chose silencieuse et insidieuse. Arthur savait comment fonctionnait la machine de l'entreprise. Il savait que les gens du 14e étage continuaient de grincer des dents jusqu'aux gencives, terrifiés par les licenciements.
Il avait été sorti de la tranchée par le caprice imprévisible d'une milliardaire qui se trouvait assise à côté de lui lorsque son corps a lâché. 2 semaines après la promotion, Arthur était de retour au bureau. Le 40e étage était calme, isolé du bourdonnement frénétique des niveaux inférieurs. Il avait maintenant un petit bureau aux parois de verre, juste au bout du couloir du bureau de Claire. Il était 19 heures un mardi. L'étage était presque vide. Arthur rangeait sa mallette, impatient de rentrer chez lui pour relever Madame Gable, quand une ombre est apparue à sa porte. Il a levé les yeux. Margot était là, tenant une tablette. Elle portait un trench coat noir par-dessus son tailleur, l'air tout aussi intimidante que dans l'avion. « Votre matrice révisée pour le hub de Chicago », a-t-elle dit, sans prendre la peine de saluer. Arthur s'est figé. « Oui, madame. Avez-vous trouvé une erreur ?»« Non. » Elle l'a regardé, vraiment regardé. Les cernes sombres sous ses yeux étaient passées du violet contusionné à un gris terne. Sa chemise était repassée. Il avait de nouveau l'air humain. Il est prévu qu'elle permette d'économiser 4 millions de dollars en frais de transport d'ici le 3e trimestre. Merci. Margot s'est attardée sur le seuil une fraction de seconde de plus que ce qui était professionnellement nécessaire. Le silence s'est étiré, inconfortable et lourd. Arthur a réalisé avec une soudaine lucidité qu'elle ne savait pas comment parler aux gens quand elle ne donnait pas un ordre ou ne disséquait pas un tableur. « Bonne soirée, Hayes », a-t-elle finalement dit, tournant brusquement les talons. « Madame Tennant », a appelé Arthur avant de pouvoir se retenir. Elle s'est arrêtée, jetant un coup d'œil par-dessus son épaule. « Merci », a dit Arthur. Il le pensait, chaque once de lui. Margot n'a pas souri. Elle a fait un unique et bref hochement de tête et s'est éloignée dans le long couloir moquetté, une silhouette solitaire disparaissant dans la richesse tranquille de son propre empire. L'hiver a lentement relâché son emprise sur la ville, laissant place à un mois de mars boueux et gris. La vie d'Arthur s'était installée dans un rythme fonctionnel et très efficace. Le nouveau médicament prescrit par le spécialiste, sponsorisé par l'entreprise, faisait des miracles. Pour la première fois de sa vie, Léo pouvait courir dans la cour de récréation sans finir la journée, par une quinte de tout. La loyauté d'Arthur envers Meridian Global, et plus particulièrement envers Margot Tennant, s'est solidifiée en quelque chose qui ressemblait à une armure. Il a travaillé sans relâche lorsqu'une grève massive des dockers à Seattle a menacé d'étouffer leur ligne d'approvisionnement du Pacifique. Arthur a passé 72 heures d'affilée, éveillé à réacheminer des cargaisons via Vancouver et Oakland. Il a évité à l'entreprise un retard catastrophique. Il a également réalisé qu'il se transformait lentement en le genre de machine que Margot respectait. Puis est arrivé le 2e samedi d'avril. C'était censé être un week-end tranquille, mais une panne de serveurs massive dans la division logistique a nécessité une intervention de crise de tout le personnel. Arthur devait être au bureau. C'était inévitable. Mais Madame Gable rendait visite à sa sœur en Ohio et la babysitter de secours avait la grippe. Arthur se tenait dans sa cuisine à 8 heures du matin, regardant Léo qui mangeait des céréales en pyjama. « D'accord, mon grand », soupira Arthur en se frottant l'arête du nez. « On part à l'aventure. Tu dois être plus silencieux qu'une souris. » « Une souris morte ? Une souris ninja. » Léo a souri, du lait sur le menton. « Je peux être un ninja. » Arthur a préparé un sac à dos avec des livres de coloriage, une tablette avec des films téléchargés, 2 briques de jus et un sac de bretzel. Il a fait passer Léo en douce devant le gardien de sécurité du week-end et a pris l'ascenseur privé jusqu'au 40e étage. La suite de la direction était d'un silence de mort, baigné d'une froide lumière matinale. Arthur a installé Léo à la petite table ronde dans le coin de son bureau, lui a donné des instructions strictes de ne pas toucher au téléphone, et s'est plongé dans la crise du serveur sur ses moniteurs. À 13 heures, la crise était en grande partie contenue. Arthur fonctionnait à l'adrénaline et au café noir. Léo avait été parfaitement sage, actuellement plongé dans un dessin complexe d'une station spatiale. Arthur est sorti de son bureau pour aller aux toilettes, laissant la porte entr'ouverte. Il se lavait les mains quand il a entendu le claquement sec et distinct de talons sur le parquet du couloir. La panique l'a saisi à la gorge. Personne ne venait au 40e étage un samedi, sauf la propriétaire de l'étage. Arthur a jeté la serviette en papier à la poubelle et a sprinté dans le couloir. Il a dérapé jusqu'à s'arrêter devant son bureau. La porte était grande ouverte. Margot Tennant se tenait à l'intérieur. Elle portait un pull en cachemire gris décontracté
et un jean foncé, un changement radical par rapport à son armure habituelle. Mais sa posture était toujours aussi rigide. Elle regardait la petite table dans le coin. Léo la regardait en retour, totalement imperturbable. Il tenait un crayon bleu suspendu au-dessus de son papier. « Qui es-tu » a demandé Léo. Sa voix était claire et résonnait dans la pièce stérile. Margot a fixé l'enfant comme s'il s'agissait d'un artefact extraterrestre qui s'était matérialisé sur son tapis. « Je suis la directrice générale de cette entreprise », a-t-elle dit, son ton parfaitement plat. Léo a cligné des yeux. « Tu es la patronne de mon papa ?»« Oui. » Léo a réfléchi. Il a baissé les yeux sur son dessin, puis les a relevés. « Tu as fait que mon papa arrête de pleurer. » Arthur a senti le sol se dérober sous ses pieds. Il est resté paralysé sur le seuil, incapable de respirer, incapable de bouger. Margot s'est figée. L'immobilité absolue de son corps était terrifiante. « Pardon ?» a-t-elle demandé doucement. « Il pleurait dans la cuisine quand il pensait que je dormais », a déclaré Léo d'un ton neutre, en coloriant une fenêtre bleue sur sa station spatiale. « Parce que ma poitrine me faisait mal et que les médicaments coûtaient trop de sous. Mais ensuite, il a dit que sa patronne lui avait donné une carte magique pour le docteur. Maintenant, ma poitrine ne me fait plus mal et il ne pleure plus. » Léo a levé les yeux, lui offrant un sourire édenté. « Merci. » Le silence a envahi la pièce, lourd et suffocant. Margot n'a pas parlé. Elle a regardé le petit garçon fragile. Elle a regardé les crayons de cire bon marché, éparpillés sur la coûteuse table en acajou. Puis, lentement, elle a tourné la tête et a vu Arthur debout sur le seuil, le visage pâle, la poitrine soulevée par une panique silencieuse. Arthur s'est avancé. « Madame Tennant, je suis tellement désolé. Ma babysitter m'a lâché. C'était une urgence. Je ne voulais pas manquer le protocole de récupération du serveur. Je vais ranger ses affaires immédiatement. » Margot a regardé Arthur. Le mur de glace impénétrable qu'elle maintenait entre elle et le monde a semblé vaciller. Pendant une fraction de seconde, Arthur a vu quelque chose de brut et de profondément humain derrière ses yeux. Cela ressemblait dangereusement à du chagrin. Elle s'est retournée vers Léo. Elle n'a pas souri, mais les lignes dures autour de sa bouche se sont adoucies de manière infinitésimale. « Votre station spatiale a besoin d'intégrité structurelle », a dit Margot au garçon, pointant un doigt parfaitement manucuré vers le papier. « Si vous ne renforcez pas la coque inférieure, la pression atmosphérique l'écrasera. » Léo a froncé les sourcils, regardant son dessin. « Comment je fais ça ?» Margot s'est penchée, a pris un crayon argenté et a dessiné 2 lignes diagonales nettes et précises à la base du dessin. « Des entretoises porteuses », a-t-elle dit. Elle a posé le crayon, s'est retournée et est passée devant Arthur sans un mot. Arthur s'est effondré sur sa chaise de bureau, ses mains tremblant si fort qu'il a dû serrer ses genoux. Il a regardé son fils, qui coloriait joyeusement les entretoises argentées. 10 minutes plus tard, l'ordinateur d'Arthur a sonné. C'était un message instantané du terminal privé de la directrice générale. « Hayes, les serveurs sont stables. Ramenez votre fils à la maison. Si vous amenez à nouveau un enfant à cet étage, sans réquisitionner au préalable un service de traiteur approprié de la cafétéria, vous serez réprimandé. Je ne dirige pas un établissement qui affame les enfants. Partez. » Arthur a fixé l'écran. Il l'a lu 3 fois. Un sourire lent et épuisé s'est dessiné sur son visage. Il a éteint ses moniteurs, a rangé les crayons et a ramené son fils à la maison. Il ne le savait pas encore, mais le mur ne s'était pas seulement fissuré. Il s'était complètement brisé. Le calendrier est passé à décembre, apportant un froid brutal et mordant qui a transformé la rivière Chicago en un ruban déchiqueté de glace grise. À l'intérieur du siège de Meridian Global, la température était strictement contrôlée, 21 degrés, constante, immuable. La vie d'Arthur, cependant, avait complètement dégelé. C'était la veille de Noël. Le 14e étage s'était vidé à midi. Un exode massif de coordinateurs logistiques stressés se précipitant chez eux pour retrouver leur famille et une joie des fêtes forcées. Arthur était parti à 14 heures, avait récupéré Léo à l'école et avait passé l'après-midi à construire une maison en pain d'épices chaotique et structurellement douteuse. C'était une bonne journée, une journée tranquille. Mais à 19 heures, en cherchant dans son placard la boîte emballée qu'il avait cachée des semaines auparavant, Arthur s'est figé. Le Faucon Millennium and Lego. Il l'avait laissé enfermé dans le tiroir inférieur de son bureau.
Reste ici avec Madame Gable, a dit Arthur à Léo en remettant son manteau d'hiver. J'ai oublié quelque chose au bureau. Je serai de retour dans 45 minutes. La ville était un village fantôme de routes salées et de feux de circulation clignotants. Arthur a conduit dans les rues vides, du mauvais jazz de Noël jouant doucement à la radio. Il a passé son badge au tourniquet de Meridian à 19h40. Le hall était sombre, gardé par un seul agent de sécurité ennuyé. Arthur a pris l'ascenseur jusqu'au 40e étage. Il ne savait pas pourquoi il y était allé en premier. Son bureau était maintenant au 39e, une suite d'angles qu'il avait entièrement gagnée grâce à des performances impitoyables et indéniables au cours des 8 derniers mois. Mais l'instinct l'a attiré vers le haut. La porte s'est ouverte sur la suite de la direction. Les lumières étaient pour la plupart éteintes, projetant de longues ombres sur le mobilier minimaliste et coûteux, sauf une. Une bande de lumière jaune vive filtrait sous les portes en verre dépoli du bureau de la directrice générale. Arthur a hésité. Il devrait descendre au 39e, prendre le jouet et rentrer chez lui. Mais le silence au 40e étage n'était pas paisible. Il semblait lourd. Il ressemblait à l'air avant qu'une soupape de pression ne cède. Il a marché dans le couloir moquetté, ses pas complètement étouffés. Il a levé une phalange et a frappé 2 fois sur le verre. « Entrez, Hayes !» Sa voix était parfaitement stable. Elle savait que c'était lui. Elle avait probablement un flux de sécurité sur son moniteur. Arthur a poussé la porte. Margot Tennant était assise dans l'un des fauteuils bas en cuir près des baies vitrées, pas à son bureau. Les lumières de la ville de Chicago s'étendaient derrière elle, un océan d'or et de blanc contre le ciel noir d'encre. Elle portait un col roulé noir ajusté et un pantalon gris anthracite. Un lourd verre en cristal était posé sur la petite table à côté d'elle, contenant 2 doigts d'un liquide ambré. Elle a levé les yeux. L'armure de glace était toujours là, mais les bords étaient effilochés. Elle avait l'air fatiguée. Pas l'épuisement frénétique et paniqué qu'Arthur avait l'habitude de porter, mais une fatigue structurelle profonde. La lassitude de soutenir un bâtiment de l'intérieur pendant 20 ans. « Joyeux Noël, Madame Tennant », a dit Arthur doucement, en restant près de la porte. « Vraiment ?» Margot a pris une lente gorgée de sa boisson. « Je n'en saurais rien. Les marchés de Tokyo ouvrent dans 5 heures. Pourquoi êtes-vous ici? Le réseau est stable. »« J'ai oublié un jeu de Lego dans mon bureau », a dit Arthur. Léo serait dévasté si le Père Noël oubliait le vaisseau spatial. Margot le fixa un long moment. Elle n'a pas souri, mais ses épaules se sont détendues d'une fraction de centimètre. Elle a tendu la main vers un plateau d'argent sur la table d'appoint, a pris un 2e verre en cristal et a versé une généreuse mesure de scotch d'une lourde carafe. Elle a posé le verre sur le bord de la table. C'était un ordre. Arthur a traversé la pièce, a pris le verre et s'est assis dans le fauteuil en face d'elle. Il n'a pas dit un mot. Il a juste pris une gorgée. C'était du Macallan. Il a brûlé magnifiquement tout le long de sa poitrine. Ils sont restés assis en silence pendant un long moment. Juste 2 personnes dans une boîte de verre suspendue à 40 étages au-dessus d'une ville gelée. « Ils ont voulu me racheter aujourd'hui », a soudainement dit Margot. Sa voix était plate, dénuée d'apitoiement, livrant une donnée. Le conseil d'administration, ils ont tenu une session exécutive d'urgence à 14 heures. Ils pensent que je perds mon tranchant. Ils pensent que la restructuration des régimes de santé des employés était une décision faible, un passif. La prise d'Arthur sur son verre s'est resserrée. La restructuration a fait chuter notre taux de rotation de 22%. Les économies sur les coûts de formation couvrent à elles seules les différentiels de primes. Le calcul est indéniable. Ils se fichent du calcul, a répondu Margot, regardant par la fenêtre. Ils se soucient de l'image. Ils veulent une machine, et une machine n'achète pas des poumons en platine pour un enfant de 6 ans. Que leur avez-vous dit? Margot a tourné la tête, fixant ses yeux bleus pâles sur lui. Je leur ai dit que s'ils tentaient un vote hostile, je ferais personnellement exploser la fusion du premier trimestre avec les distributeurs européens et ferais chuter le cours de l'action de 40% avant lundi matin. Arthur la fixa. C'était un pacte suicidaire, une option nucléaire juste pour garder le contrôle. Vous brûleriez votre propre entreprise. C'est mon entreprise, a dit Margot doucement. J'ai construit les murs. Je décide qui a le droit de s'asseoir à l'intérieur. Elle a pris une autre gorgée de scotch. Le silence est revenu, mais il n'était plus lourd. Il semblait remarquablement fragile. J'avais 31 ans quand j'ai pris la direction de Meridian, a dit Margot,
sa voix tombant dans un registre calme qu'Arthur n'avait jamais entendu auparavant. « J'ai fait un choix. On peut avoir une vie ou on peut avoir un empire. On ne peut pas avoir les deux. J'ai choisi l'empire. J'ai supprimé chaque partie de ma vie qui nécessitait de l'entretien. Les amis, la famille, les attachements. Ce sont des inefficacités. Je suis devenu exactement ce que je devais être pour survivre dans une pièce pleine d'hommes qui voulaient me voir échouer. » Elle a baissé les yeux sur le liquide ambré dans son verre. « Et ça a marché ?» a-t-elle poursuivi. « J'ai gagné, mais j'ai réalisé quelque chose quand vous vous êtes endormi sur mon épaule, Hayes. Vous étiez brisé, vous vous vidiez de votre sang, vous fonctionniez sur les vapeurs. Mais vous couriez pour quelque chose. Vous aviez une raison d'être épuisé. » Elle a relevé les yeux, rencontrant son regard. « Moi, je suis juste fatigué. » Arthur n'a pas offert de platitude. Il ne lui a pas dit qu'elle avait tort. Il comprenait la vérité absolue et brutale de ce qu'elle disait. Elle avait construit une forteresse, verrouillé les portes de l'intérieur et avalé la clé. Il a posé son verre sur la table. Le cristal a fait un léger tintement. « Ma dinde va être sèche », a dit Arthur. Margot a cligné des yeux, momentanément déstabilisée. « Pardon ? La dinde ?» a répété Arthur, se penchant en avant, posant ses coudes sur ses genoux. « Je l'ai cuite à 200 degrés au lieu de 180. Elle va être agressivement sèche. Et la purée de pommes de terre vient d'une boîte en carton. Léo va passer 3 heures à essayer d'expliquer l'ingénierie structurelle d'un vaisseau spatial en plastique à quiconque voudra bien l'écouter. » Margot l'a observé, son expression gardée, calculant le changement de sujet. « Vous ne devriez pas être ici, » a dit Arthur. Sa voix était ferme, complètement dépouillée de la déférence d'entreprise qu'il portait habituellement. « Vous avez gagné contre le Conseil. Les marchés de Tokyo se fichent que vous les regardiez ouvrir. » Posez ce verre, Margot. C'était la première fois qu'il utilisait son prénom. Il est resté suspendu dans l'air, un franchissement massif et irrévocable d'une frontière. Margot a regardé le verre dans sa main. Elle a regardé la ville glaciale et tentaculaire en contrebas. Puis elle a regardé l'homme assis en face d'elle, un homme qu'elle avait acheté et qui était en quelque sorte devenu la seule chose réelle dans son monde entièrement artificiel. Lentement, délibérément, Margot a posé le verre à côté du sien. « Je préfère ma purée en boîte », a-t-elle dit. Arthur a souri, un vrai sourire ancré. Il s'est levé, a attrapé son manteau et a attendu près de la porte. Margot Tenant a éteint ses moniteurs, a pris son trench coat et est sortie du bureau de verre. Lorsque les portes de l'ascenseur se sont fermées, le 40e étage a replongé dans un silence absolu et parfait. Mais pour la première fois en une décennie, la directrice générale n'était pas là pour l'entendre. La ligne entre survivre et vivre est souvent tracée par la gentillesse inattendue d'étrangers. Si l'histoire d'Arthur et Margot vous a rappelé qu'il y a encore des cœurs humains qui battent à l'intérieur de la machine de l'entreprise, ne passez pas à autre chose. Mettez un j'aime, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler qu'il n'est pas seul dans la galère, et cliquez sur le bouton d'abonnement pour plus d'histoires de la vie réelle et authentique. On se retrouve dans la prochaine vidéo.